Imaginez-vous en train de vous promener dans une ville en plein cœur du Moyen Âge. Les routes ne sont pas pavées. Vous marchez dans la fange, une boue composée d'excréments animaux et humains, des déchets de bouchers, des tripiers, des teinturiers et autres tanneurs. Il faut enjamber des marigots d'eau croupie et puante, de la volaille, des chiens errants et autres bêtes y vivent en liberté. La nuit, des loups entraient parfois dans la ville et dévoraient les mendiants. Les gens ne se lavaient pas et avaient les dents jaunes et pourries. Ils se grattaient constamment la tête et le dos pour enlever les poux, les puces et la vermine. Les artisans travaillaient de jour comme de nuit. Le tintamarre était constant. L'air était souillé de vapeurs de soufre, de plomb, de sulfate, d'aluminium et de potassium. Non, le monde des temps passés n'était pas ce jardin d'Éden. Notre situation a-t-elle empiré au fil du temps? Non, nous dit Julian Simon. Nos villes sont moins polluées que par le passé. Dans une métropole comme Londres en 1890, un smog lourd et visqueux était cause de bronchite chronique dans la population. La Tamise dégageait une odeur pestilentielle. Elle n'était plus survolée par aucun oiseau et ne possédait plus de poissons depuis un siècle. En 1968, par contre, 40 espèces y ont été réintroduites. Et en 1968, 138 espèces y ont été identifiées. Le smog a désormais disparu avec lui son lot de maladies. Ces 2 derniers siècles, la propreté de notre environnement s'est améliorée de manière extraordinaire. En conséquence, le nombre et l'impact de maladies ont également diminué de façon spectaculaire. Simon montre de nombreux tableaux décrivant la régression des morts par tuberculose, par maladie infectieuse, grippe, pneumonie, par accident, etc. La pollution de l'air a longtemps été considérée comme un problème. La diminution de la pollution de l'air se poursuit constamment, sans discontinuer depuis ce renversement de tendance. Une bonne dizaine de graphiques dans l'ouvrage de Simon attestent de ce phénomène, et cela pour tous les agents polluants, oxyde de soufre, protoxyde d'azote, monoxyde de carbone, particules, plomb, etc. Par ailleurs, ainsi qu'en attestent les rapports de l'EPA, l'agence environnementale américaine, la qualité de l'eau s'accroît depuis plusieurs décennies. Les économies avancées disposent d'une puissance considérable pour purifier leur environnement. À quelques rares exceptions, il n'existe pas un seul facteur contaminant l'environnement, en ce compris le bruit, qui ne peut trouver une solution technique. Tout ceci prouve que la pollution n'est jamais irréversible, pourvu qu'on y mette de la volonté et de l'argent. Ce n'est évidemment possible que dans les sociétés parvenues à un certain niveau d'enrichissement. Quant aux désastres annoncés par les environnementalistes, ils reposent sans exception notable sur l'ignorance ou la fraude. Les indicateurs environnementaux, relevés chaque année par diverses agences partout dans le monde, prouvent que la qualité de l'environnement, étendue forestière, qualité de l'eau, de l'air, du sol, etc., s'est améliorée aux États-Unis et ailleurs avec l'accroissement des richesses et du pouvoir d'achat. Les gens commencent d'abord à dépolluer leur environnement immédiat, et puis se tournent vers les espaces publics et enfin les zones les plus éloignées du monde. D'une certaine manière, l'écologie est un luxe des sociétés capitalistes. Et c'est très bien ainsi. C'est quand nos principaux besoins sont satisfaits que nous nous passionnons pour le sort de la forêt amazonienne. La pollution correspond à un stade transitoire du développement. En devenant riche, une société cesse de polluer. On évoque souvent la courbe environnementale dite de Kuznets. En réalité, cette courbe environnementale provient des travaux de Grossman et Kruger en 1994 qui appliquent au domaine de l'environnement, en l'occurrence la pollution de l'air, la courbe en U renversée de l'économiste Simon Kuznets, prix Nobel en économie en 1971. Par cette courbe, il démontre que les inégalités entre les hommes d'une société donnée augmentent dans un premier temps avec l'industrialisation, mais finissent par diminuer drastiquement dans la phase post-industrielle avec la hausse du coût de la main-d'œuvre, l'augmentation du pouvoir d'achat, le développement du secteur des services, l'extension de l'État-providence, etc. Appliquée au domaine environnemental, cette courbe prouve que plus une société se développe économiquement, plus elle est à même de lutter efficacement contre la pollution. Elle a les connaissances scientifiques, les instruments technologiques et les moyens financiers pour le faire. Généralement, quand vous parlez de cette courbe à un écologiste, il émet des propos sarcastiques, car cela va frontalement à l'encontre des théories catastrophistes qu'il affectionne. Mais il n'est jamais en mesure de contester les données empiriques qui sont à la base de celles-ci. Julian Simon propose d'étudier la pollution sous l'angle économique. En réalité, ressources et pollution forment les deux côtés opposés d'une même médaille. Ainsi, l'air vicié par la suie, c'est une pollution indésirable. C'est aussi l'absence d'une ressource désirée, l'air pur. Si la ressource en question, l'air pur, se raréfie à un moment donné, comme c'était le cas au Moyen Âge et au moment de la Révolution industrielle, c'est le signe que la société a utilisé cette dernière pour créer de la prospérité. Mais les sociétés riches ont plus d'options et plus de connaissances pour purifier l'air que n'en ont les sociétés pauvres.
Elles peuvent placer des épurateurs dans les conduits de cheminées, employer des chercheurs pour développer des technologies non polluantes, passer à d'autres sources d'énergie, etc. En résumé, la prise en compte de la rareté d'une ressource, l'air pur, suscite une demande populaire et donc une activité économique qui produit plus de ressources que celles qui avaient auparavant été utilisées. La théorie économique de la pollution diffère de la conception de la pollution défendue par l'ingénieur. Je m'excuse ici auprès des ingénieurs. Quand je parle abstraitement de l'ingénieur et de l'économiste, ici, c'est pour distinguer entre deux archétypes, mais il est évident que la plupart des ingénieurs comprennent, adhèrent et appliquent cette conception de l'économiste. L'ingénieur, donc, voit les émissions polluantes comme mauvaises en soi et étudie la manière de s'en débarrasser totalement. Mais la notion même de zéro pollution n'est pas économiquement réaliste. L'économiste voit les choses autrement. Il veut diluer la saleté à un niveau acceptable. Contrairement à l'ingénieur, l'économiste demande combien nous sommes prêts à payer pour la propreté. Il fait un calcul coût-bénéfice. D'un point de vue économique, la réduction de la pollution est un bien social qui est réalisable technologiquement, mais qui coûte des ressources qui, si elles sont toutes mobilisées dans cet objectif, ne peuvent être consacrées à d'autres problèmes. La vraie question est de savoir quel est le niveau optimal de pollution à la lumière de nos goûts pour un environnement plus propre comparé à notre aspiration pour d'autres biens. Quoi qu'il en soit, le niveau de pollution descend de manière constante. Comment le mesurer? Par l'espérance de vie. C'est un critère simple pour évaluer le degré de pollution et c'est aussi le critère le plus inclusif. Si l'on mesure la pollution par ce critère qu'est l'espérance de vie, on constate que la pollution a diminué depuis le début de l'espèce humaine. L'espérance de vie d'un nouveau-né s'est accrue considérablement au fil des derniers siècles. Elle continue d'augmenter. Cela nous permet de regarder le futur avec optimisme.